Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. Ah oui, on passe de vert à rouge, de rouge à vert, c'est compliqué je sais, mais en même temps, c'est la période qui veut ça. On est dans une forme d'instabilité plutôt normale suite à l'élection de Donald Trump. On attendait beaucoup, malheureusement, peu s'est passé, et donc on est en train d'accuser le coup, on attend la suite des événements qui se construisent petit à petit. Et pour ça, le meilleur moyen de le voir, c'est de prendre la visibilité ici weekly. On voit très bien au niveau de la bougie de Bitcoin qu'on est allé chercher la liquidité et on est en train de travailler le cours. Encore une fois, on attend la clôture weekly. Là-dessus, il y a deux clôtures qui sont importantes. Un, la CME, la Chicago Mercantile Exchange, qui représente l'ensemble des futurs institutionnels. Et ça clôture vendredi soir. Niveau très important, volatilité du vendredi habituel sur notamment les marchés traditionnels. Et ce que l'on attend aussi, c'est la clôture weekly All Index, donc qui se fait dimanche soir. Et on aimerait bien l'avoir au-dessus des 104 000, voire même un petit peu plus au-dessus, 105 000, au-dessus de ces bougies-là. Là, on aura un signal plutôt fort. Si on est en dessous, on a un signal faible, voire même peut-être un peu négatif. On en parlera un petit peu plus tard. En tout cas, en termes de signal, il y en a un qui rappelle le signal important, c'est Michael Saylor en nous disant « Voici les États américains fédéraux qui sont actuellement pro-crypto, entre guillemets, parce qu'ils ont comme projet de créer une réserve en Bitcoin. » Alors oui, il y a Trump, il y a les USA, et après on voit qu'il y a les différents États qui veulent front-run, donc c'est-à-dire passer avant les USA pour créer cette réserve stratégique. Alors ce sont des projets, il y en a pas beaucoup qui ont été validés, mais ça fait bien comprendre un petit peu ce qui est en train de se passer aux US et qu'il faut prendre le temps, et ça c'est vraiment le plus important. Et d'ailleurs pour tous ceux qui veulent prendre le temps de se former, d'avoir accès à des informations, à avoir accès à des lives exclusifs, à avoir accès à une application qui vous alerte si jamais il y a une problématique sur le marché, bah c'est pour ça que j'ai créé la communauté privée gratuite. Elle est disponible en commentaire, en description. Vous allez trouver plein de choses que vous allez apprécier, je peux vous l'assurer. Et notamment un outil qui vous permet de gérer votre portefeuille. C'est en commentaire, en description, et c'est gratuit. On continue les nouvelles avec un petit rappel de Larry Fink. Larry Fink, CEO de BlackRock, qui nous avait expliqué, merci à beaucoup de nous faire ce rappel, que pour lui, Bitcoin devrait être dans une discussion générale de tous les fonds souverains. Devrions-nous avoir une allocation de 2% ou 5%? C'est un peu cette réflexion-là, et c'est vrai que c'est quelque chose que l'on attend. C'est contraire un petit peu à ce que nous représente Michael Saylor, parce que là on est vraiment dans une notion de fonds souverains et de généralisation de l'utilisation de Bitcoin et de représentation de Bitcoin comme étant un asset de valeur, alors que Michael Saylor prêche quand même beaucoup sa propre parole, oui autour de Bitcoin, mais lui ce qu'il veut vraiment c'est avoir un BTC fort, et on peut le comprendre très bien, étant donné que c'est le gros pari qu'il lance. Alors pour ceux qui ne comprennent pas l'impact que ça a pour MicroStrategy, Michael Saylor est à la tête de MicroStrategy et utilise les actions de MicroStrategy, donc il dilue les actions de MicroStrategy, il en émet de nouvelles sous forme de dette, pour pouvoir emprunter et faire quoi? Acheter du Bitcoin. Et oui, donc il est à levier, et c'est ce qui fait que MicroStrategy a totalement explosé, ici de 118 à très rapidement 542. Il y a eu une grosse explosion de BTC, MicroStrategy a suivi, incertitude, peur, on voit bien ici l'impact très fort au niveau de MicroStrategy, et ensuite on voit une réaction haussière. Donc oui, lui, il est vraiment porté principalement par ça, il sait très bien qu'il faut qu'il recrée un momentum, que ce soit au niveau de sa société, que ce soit au niveau de Bitcoin, même s'il a fait des achats dernièrement, ça n'empêche que il est obligatoirement lié à BTC. Pour pouvoir repartir à la hausse, MicroStrategy, il faut casser ici les 440$, et je pense que ça n'arrivera uniquement que si BTC repart à la hausse. Donc, on a les maximalistes BTC, mais nous, ce qui nous intéresse, c'est plutôt cette nouvelle-là, Coinbase qui demande à faire appel sur, justement, les crypto-trades qui ne sont pas des securities. Et oui, c'est le point le plus important. Alors là-dessus, je vais revenir un petit peu dans le passé, parce que c'est important de comprendre que le 5 juin 2023, on a eu la SEC qui a fait un marteau totalement sur beaucoup de cryptos en définissant toute une liste comme étant des securities, ou en tout cas probablement des securities. Ils ont ensuite attaqué Coinbase sur l'ensemble des cryptos qu'ils avaient comme étant des formes de securities. Et ça fait très mal. Pourquoi? Parce qu'aux USA, quand on a une security, ça veut dire qu'on est un bien mobilier, et donc on a une réglementation à part. Et cette réglementation est lourde,
fait mal, et globalement la majorité des projets ne peuvent pas se réglementer parce que sont soit des blockchains, soit derrière des DAO, donc ça va être des organismes décentralisés, bref, ça ne colle pas. Et là, ce que l'on attend, c'est vraiment ça. Si on arrive à annuler cette nouvelle-là, on aura certainement une réaction très puissante, très haussière sur l'ensemble du marché. Ça, c'est vraiment une très très bonne nouvelle si on arrive à le gérer. Le fait qu'il y ait Coinbase qui soit derrière, et vu la proximité de Coinbase avec les King Trump, il y a de grandes chances qu'on y arrive. Quand on regarde les nouvelles qu'on est en train d'avoir, avec par exemple ici, on revient en arrière sur Tornado Cash. Alors Tornado Cash, pour ceux qui ne savent pas, ça s'appelle un mixeur. Un mixeur, c'est quoi? C'est un protocole qui sert principalement à anonymiser un petit peu les différentes transactions. Et c'est quelque chose qui est important pour garder justement un peu cette notion d'anonymat qui n'existe pas du tout globalement en crypto. Et les USA avaient justement bloquer Tornado Cash avec cette notion d'OFAC compliant, et donc ça veut dire que si on utilisait Tornado Cash, on était fiché aux USA, et ça, on ne veut pas, voilà, on ne veut vraiment pas, parce que ça aura un impact pour beaucoup de choses dans votre vie, et ça c'est un premier pas qui est très positif. L'autre chose qui est positive, c'est le marché américain qui repart à la hausse, vraiment très intéressant, cette clôture ici que l'on a eu au-dessus de ce high-là, c'est ce que l'on attendait, là, pour avoir vraiment une accélération haussière. Donc là, on a bien une inversion de structure court terme. Ce que l'on va vouloir, c'est peut-être un retest avant de repartir. Mais dans tous les cas, là, on a un signal que on va aller faire un plus haut assez rapidement sur le Nasdaq et le S&P 500. S&P 500 qui est beaucoup plus agressif que le Nasdaq. On voit qu'on a ravalé ce top-là. On va reprendre le petit pinceau. Ce top-là. Et on n'est pas allé faire un plus haut, mais on en est vraiment pas loin. Donc je pense qu'on peut les retracer un petit peu pour refaire une nouvelle accélération. Et là, on aura vraiment un signal très fort. Bon, maintenant, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que c'est toute l'économie américaine ou pas? Quand on regarde ici le S&P 500 et un poids équivalent, donc globalement, on n'a pas de surpondération ou de sous-pondération, on voit que ce n'est pas le cas. Hein. Clairement, on voit qu'on est très loin du top qui est à 186. Donc, on voit bien qu'il y a quand même une surpondération qui est très importante par certaines sociétés. Mais bon, encore une fois, je pense que on a vraiment un double momentum au niveau des USA. On va avoir certainement une grosse accélération de la tech américaine et le reste va avoir un petit peu plus de mal. Dans tous les cas, ça va être à surveiller sur majoritairement 2026. En attendant, on n'a pas le temps d'attendre 2026. On regarde vendredi 24 janvier, donc c'est-à-dire demain, on a les PMI qui tombent. Niveau important pour les chiffres américains, on sait qu'il y a toujours beaucoup de volatilité liée au PMI, voir si ça va dans le bon sens de notre côté, surtout qu'on a l'injection de liquidité qui continue, alors beaucoup moins, 248 millions de dollars sur BTC, et court terme, ça nous fait un BTC qui malheureusement ne capitalise pas sur toutes ces belles nouvelles. Quand on regarde BTC, on n'a pas l'impression qu'on a un Nasdaq qui pousse, on n'a pas l'impression qu'on a un S&P qui pousse, on n'a pas l'impression d'avoir des injections de liquidité, on voit juste BTC qui chute. Alors là, c'est un signal qu'il y a fort surveiller de très très près. Pour moi, il y a deux possibilités. Soit on se retrouve dans une démarche à se dire qu'on fait un A, B, C, et donc à ce moment, on se retrouve dans les 97-96 avec une grosse réaction haussière. Là, ça va être positif. Soit on accélère à la prise de liquidité ici, donc c'est-à-dire qu'on accélère très fort, et donc là, ça va être un petit peu plus compliqué parce que ça veut dire que là, on a pris une prise de liquidité et donc on aura un signal qui sera beaucoup plus bearish. Si jamais par contre, à l'inverse, on fait juste une prise de liquidité, qu'on ravale et qu'on a une réaction haussière avec notamment une bougie ou moins qui ravale jusqu'aux 103 000, 104 000, là, on aura certainement un signal très très haussier pour aller faire un nouvel ATH. Globalement, c'est un peu la représentation que j'en ai, on est dans une zone d'incertitude, on le sait très bien, déjà depuis un certain temps, parce que on n'a pas eu ce que l'on attendait, ou en tout cas peut-être fantasmé autour de Donald Trump, autour du discours, autour de la prise de position. Encore une fois, ça prend du temps. Quand on dit que ça prend du temps, ça veut dire aussi qu'on se lasse, qu'on s'habitue, qu'émotionnellement c'est compliqué, et c'est exactement ce que l'on voit là au niveau des cours. Les personnes abandonnent et n'arrivent plus à tenir leur position, ou en tout cas, ont peut-être trop d'attentes par rapport à ce qui peut se passer. Mais ce qui est certain, c'est qu'on va avoir des signatures, on va avoir des éléments qui vont arriver sur la crypto-monnaie. Alors là-dessus, on a des news qui nous disent que potentiellement, à travers le CEO de Circle, que ce soit aujourd'hui, du coup, parce que ça j'avais posté sur Twitter hier, soit aujourd'hui, soit peut-être demain, globalement en fin de semaine. Encore une fois, il faut être impérativement patient. Et je pense que les plus patients d'entre nous, c'est ceux qui possèdent de l'Ethereum.
Parce que c'est long, c'est vraiment long, c'est dur de posséder de l'Ethereum, ça fait mal, et pourtant, il y a des achats massifs qui sont en cours, et ces achats massifs, on les a déjà vus, donc là on a acheté plus de 330 000 Ethereum qui ont été injectés dans les différents fonds, donc dans les différents wallets. On voit bien que Ethereum fait partie des assets qui sont achetés majoritairement par la famille Trump et par le protocole de la famille Trump, et ce sont généralement ces phases d'accélération qui ont entraîné une valorisation du prix par la suite. Donc on prend en note qu'il y a en effet une accumulation au niveau d'Ether, et que Ether, à l'heure actuelle, lui, continue à avoir aussi de l'injection de liquidité, 70 millions de dollars. Oui, ça fait peu par rapport au chiffre de Bitcoin, mais par contre, ils ont un chiffre qui est plutôt stable, on va voir si ça tient dans le long terme, mais en l'occurrence, le fait d'avoir des injections de liquidité qui sont plutôt cohérentes dans le TS Spot Ether veut nous dire aussi que on a ici les institutionnels qui s'intéressent à Ethereum. Et en prenant en considération que Ethereum n'est pas statué comme étant une commodities comme BTC. Donc on attend réellement des prises de position autour d'Ethereum qui pourraient libérer, un, le capital institutionnel, et deux, le prix au niveau d'Ethereum. Parce que clairement, ce qui bloque Ether, c'est d'avoir accès à toutes ces liquidités-là, d'avoir une reprise de confiance, d'avoir une injection de liquidité. Beaucoup de whales sont en train de capituler petit à petit. Il y a notamment tout un FUD qui est en train de se faire autour d'Ethereum. Je pense que je vous ferai d'ailleurs une vidéo sur ce sujet-là. Mais prenez un maximum de recul. Encore une fois, soyez patient, que ce soit sur Ether, sur Bitcoin ou sur vos altcoins favoris. Dans tous les cas, je sais que c'est compliqué de passer de vert à rouge continuellement, mais c'est normal dans ces phases d'incertitude, c'est normal dans ces phases de consolidation, d'être secoué par le marché, parce que le marché n'est pas votre ami, n'oubliez pas, et justement, l'investissement n'est pas simple, il faut impérativement être préparé, il faut comprendre ce dans quoi on se lance, surtout dans un marché comme les crypto-monnaies, et les gens oublient vraiment que les crypto-monnaies sont certainement le marché en termes d'investissement qui est le plus compliqué, c'est un peu l'Everest de l'investissement, comme je le dis régulièrement. C'est pas pour rien, c'est parce que c'est la réalité. Émotionnellement, c'est un roller coaster. On se fait écraser par le marché continuellement, que ce soit à la hausse, que ce soit à la baisse. Bref, on est dans une machine à laver, une essoreuse émotionnelle. Donc faites bien attention, prenez un maximum de recul et surtout protégez-vous. Je pense que c'est le meilleur moyen de réussir dans ce bull run et de préparer cette alt season que l'on attend déjà depuis tellement longtemps, pour ceux surtout qui sont arrivés en 2024. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, liker et abonnez-vous, et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo.